session in this 3-part learning series. You'll remember we have simultaneous interpretation, so please make sure to select your preferred language at the bottom. Most of today will be in French, so if you don't want to listen in French, please make sure to select English or Portuguese. As you all know, please mute your mic when you're not speaking. If it's possible to keep your camera on, please do, as that makes it easier to engage with each other. But if not, that's not possible, that's fine. This session is being recorded, and when it ends, we'll be sure to share the recording in all 3 languages, as well as the slides in all 3 languages with everyone. And if you could, please use the rename button to write your name and your country. So just to get started for an outline of the day, if you could move to the next slide, please, Maya. We're going to start with a quick warm-up activity in breakout rooms. After that, we'll go back to the Côte d'Ivoire case study that we started learning about last week, with a look specifically into the partnership model, since today's themes focus on partnership and on innovative financing. Then we'll have a panel discussion with some representatives from the Côte d'Ivoire case, and of course, an opportunity for you all to ask them questions. Then we'll go back to our small group conversations to talk about the themes of innovative partnerships and financing, and then we'll close with next steps for the following week. As a reminder of the aims for today, we're looking to together understand more about the key factors and principles for using innovative partnerships and financing to support scaling efforts, to learn specifically from the experience of Côte d'Ivoire and their work scaling PEC through an innovative partnership between the public and private sector, and to exchange ideas and learn from each other's experiences, because we know there's a wealth of expertise in this virtual room altogether. So I know we didn't have a lot of time last week to chat together, and so we're going to start, as I mentioned, with a warm-up session in small groups all discussing together. Don't worry, this isn't our only chance to talk. We'll also have small groups later in the session. So Maya, if you just would go to the next slide. We're going to divide up into breakout rooms that are organized by language, so you all can speak in your preferred language. There is a button to join a breakout group at the bottom of the screen. So please select the group with your language and your country name. We'll also have a slide with which group you're looking to join. One of the groups will remain in this main session for interpretation, and we'll also explain this briefly in French. If you're having trouble, don't worry, we'll help you make sure you get into the right breakout room. We'll keep coming back to these same groups so that we have a chance to get to know each other better. So if you wouldn't mind going to the next, Maria. So these are the discussion questions. You don't have to read them now. We'll put them in the chat. For those of you, if you had time to look at the tool we shared last week, you can talk about your thoughts and reflections on that. If you didn't have a chance to look at that, you can just share some questions you might have about it, as well as start reflecting on the topic of partnerships and financing for scaling. So if we go to the next slide, you'll see an image of what the breakout rooms will look like. So at the bottom of your screen, you'll select breakout rooms, and then you select the room with your language and the initials of your country, and then you click yes, join the room. So on the next slide, it'll have which country are in which group. So if everyone could please join their group now. I'll also briefly let Montrésor explain the approach to the groups for the Francophone and Lusophone countries. So if everyone could please find their country group and follow the steps to join it, we can start with the small group discussion. Hopefully the breakout rooms have popped up on your screen, and so you can just choose to join the correct one.
Sure. Maya, could you go back one slide for a moment to show how it works? Thank you. Yes, we'll absolutely share the discussion questions in the chat box. And if you don't see your country up here, that's because you're staying in this room. You don't need to move. Maybe, sorry, we could skip forward one more slide so we can see the lists of the groups again. Thank you. Bonjour. Let us know, of course. Bonjour. Bonjour Molly. Bonjour tout le monde. Bonjour. For the Francophone countries, we plan to have 2 groups. Hello, Molly? Yes, we can hear you. So the first group is in group 4, and the second group will stay here. Yes, because we need to stay with one of the group in the plenary room because of the interpretation in Portuguese. Right, exactly. Thank you very much. Ils ont inversé le truc. So it looks like a lot of the people have joined their respective rooms. Others are in progress. So perhaps the person who is facilitating this plenary discussion wants to begin that facilitation now. We can be sure to put the questions in the chat right now. Allô, Brian ou Guy Roger? Est-ce que tu veux qu'on ramène l'un des experts ici? Oui, parce que tout Guy à Roger fait, aussi. oui. Bon, Oui, je ramène le s'il te plaît. professeur Nian ici. Je mets le professeur Professeur Nian. Nian, oui. Oui, s'il te plaît. On n'a plus beaucoup de minutes. Professeur Nian, est-ce que vous m'entendez? Si tu n'arrives pas à la voir, oui, professeur Nian? Professeur Nian, il est dans le groupe. Est-ce qu'il ne peut pas déplacer là? Sinon, tu déplaces Mathieu. Oui. Donc, je vais commencer le temps que Mathieu arrive ou le professeur Nian.
Voilà, donc la dernière fois, nous vous avions demandé effectivement de regarder un peu les documents et les enregistrements que nous avons eu à faire, que nous avons eu à partager avec vous, et notamment le cas de la Côte d'Ivoire, pour s'en inspirer, un cas très intéressant. Et puis de réfléchir également à un exemple de mise à l'échelle dans votre contexte au niveau national. Déjà, peut-être là, rapidement, je vais donner la parole aux uns et aux autres pour nous dire si vous avez éventuellement des questions par rapport aux réflexions que nous avons eues la dernière fois, ou des commentaires sur l'utilisation de l'outil en question, sur l'institutionnalisation. Je vous en prie, le débat est ouvert. Pas de volontaires? On va désigner un volontaire alors. Nous avons le Mali ici, le Tchad ou le Burkina Faso. Bonjour à tout le monde. Oui, Madame Maïmouna, vous nous entendez? Je vous reçois. Je pense qu'on vous entend très bien. Vous nous entendez? Oui, tout à fait. Ah, OK. Bon, nous sommes là. Il y a Madame Tavares et moi. De votre côté, il y a notre collègue qui va se connecter, Monsieur Alende. Bon, nous sommes trois. Les autres deux collègues ne sont pas disponibles. Professeur Nian, vous êtes là? Oui, Oui, je suis là. D'accord, très bien. Nous avons commencé les discussions. Nous n'avons plus beaucoup de minutes, donc on essayait de vous faire revenir dans la salle. Ah, j'avais pas compris et je suis resté comme un élève indiscipliné dans l'autre salle. Dans l'autre salle, mais donc nous allons rattraper tout ça. Donc, j'étais en train de demander aux collègues s'ils avaient des réflexions ou des commentaires à faire par rapport notamment à l'outil sur l'institutionnalisation que nous avons eu à avoir la semaine dernière. Mhm. Je vous laisse continuer la discussion. Le Burkina m'appelle. Je pense qu'ils ont un problème de connexion. Je vous en prie, professeur. D'accord. Bon, puisque je prends le train en marche, est-ce que quelqu'un peut me préciser ce qui a été déjà dit? Tcherno. Ah, possible, d'accord. OK. Oui, allô, monsieur Nian. Je Oui. pense que Maïmouna vous donne la main parce qu'on était juste, on commençait juste les discussions. Elle vous donne la main. Bon, ben, donc, qu'est-ce qui va prendre la parole? Voilà, la parole est donnée au pays. Il y a des gens qui ont des choses à partager. Est-ce que Christian a pris la parole? Non, pas encore, non. Bon, je lui passe la parole alors. Professeur, peut-être pour ajouter, il y a des questions dans le chat, dans le fil de discussion qui sont adressées Oui. Et donc, Les discussions. oui, il y a les questions sont dans le fil de discussion. Je les remets. Comme ça, normalement, Ouais. quand ils sont au pays, ils doivent partager. Je vois. C'est que moi, ce que je n'ai pas compris, Conan, c'est
la procédure de travail adoptée au niveau de ce groupe-là, de cette salle. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'étais dans l'autre salle où on se présentait, bon, tandis que ici c'est autre chose. Est-ce que vous pouvez me préciser ce qu'il y a lieu de faire pour que je puisse faciliter? Bon, Alors, oui, mon trésor, vas-y, je suis avec le Burkina, tu peux continuer. C'est bon. non, je ne sais pas pour ça, peut-être qu'il faut. Bon, je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour se présenter parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de personnes ici. Peut-être que si on adresse la question à la personne peut se présenter avant de répondre à la question. Il s'agirait essentiellement de poser les questions qui sont adressées ici au pays et de répondre. La phase de présentation peut se faire avant de répondre à la question pour pouvoir gagner un peu de temps. Parce que vous en pensez. Parce que je vois la question là, la session d'aujourd'hui se concentrera sur le rôle des partenaires et des modèles de financement innovants dans la mise à l'échelle par l'institutionnalisation. Quelles sont les questions que vous posez à ce sujet et qui, vous l'espérez, trouveront une réponse? C'est ça la... Oui, professeur. En fait, comme vous le savez, nous sommes dans une dynamique de mobilisation et d'identification des innovations dans la plupart des pays et que nous avons eu l'opportunité d'avoir une excellente présentation, des présentations la semaine dernière et notamment la présentation sur le cas de la Côte d'Ivoire. Donc là, maintenant, il s'agit de voir avec les collègues, de les interroger, de les questionner par rapport à leur... s'ils ont des interrogations justement à ce niveau-là, et parce qu'ils ont eu aussi, je pense, le temps et l'occasion de parcourir les différents documents qu'on a partagés. Donc, s'ils ont des éléments, des questions par rapport à la mise à l'échelle ou même à la dimension partenariale que nous allons aborder par la suite, au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de les questionner par rapport à leur compréhension sur l'institutionnalisation déjà dans un premier temps et puis aller vers la dimension partenariale et la construction et tout le processus qui sera mis en œuvre pour arriver à cette institutionnalisation qui consiste aussi à mettre en place cette approche de partenariat. Merci. OK, je comprends. Donc, je vais donner la parole à notre collègue Christian. Merci. Vous êtes là? Son micro est fermé. Est-ce que c'est Christian de l'ADEA? Ou bien à Mané. Je donne la parole à Brahima Mané de la Guinée-Bissau. S'il y a des réactions. Oui, bonjour. Bonjour, Brahima. On n'a pas pu suivre tout à l'heure la question qui a été posée. Bon, d'après ce que j'ai compris avec Madame Touré, c'est que on est dans le processus d'institutionnalisation des réformes ou des innovations qui ont été identifiées. Donc, il y a des problèmes de financement. Est-ce que vous avez des idées ou des contraintes sur ces financements-là? Qu'est-ce que vous espérez, bon, par rapport à la Guinée-Bissau? Ou bien vous n'en êtes pas encore là? Ou même en Guinée-Bissau, pardon, si je peux juste compléter le professeur Niang. Bon, nous, en Guinée-Bissau, on est déjà au niveau de financement. Heureusement, on a pu reçu les fonds de FUTIX. Les fonds sont déjà disponibles. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est-à-dire revoir nos programmes, c'est-à-dire en fonction de l'expérience qu'on a pu entendre des autres pays, par exemple lors de l'atelier de Dakar. Oui. Il y a un écho là. Il y a un écho. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ouvert son micro? Ok.
Ok, Allez-y. merci. Maintenant, ça va? Oui, maintenant ça va. Allez-y, si vous pouvez reprendre. Ok. Bon, l'équipe nationale est déjà constituée depuis 1 an. On a élaboré le programme ETR. On a soumis à la coordination à Dakar qui était fondée. On a signé le PAS. Et puis, on a reçu le fonds. Le fonds est déjà disponible à Bissau. Bon, c'est vrai qu'on a du retard par rapport au démarrage. Mais maintenant, pour faire mieux, il vaut mieux actualiser notre programme qu'on a élaboré. C'est que nous avons en train de finaliser qu'on va soumettre à nouveau à la commission d'équipe pour valider. Parce que pour faire mieux, il faut qu'on revoie le programme qu'on avait préparé parce qu'à Dakar, on a su qu'il y a des pays qui ont été très bien. On voulait s'inspirer de cette expérience-là pour refaire notre programme qui allait mieux et plus rapide. Nous sommes en train de revoir notre programme qu'on va soumettre à nouveau à la coordination pour la validation pour démarrer. Au niveau de l'institutionnalisation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'équipe de coordination nationale est déjà en place. Donc, il reste à revoir notre programme pour le démarrage des activités à Bissau. Merci. On nous indique là, je vois que Molly nous demande de retourner à la prochaine session. Merci. Madame Elliott. Yes, thank you so much. Thanks. Welcome back, everyone. And now we're going to dive back into the case of Côte d'Ivoire and look more specifically at the innovative partnership and financing model that TREC experimented with. So I'll first turn it over to Sabina Vigani, who is the country director of TREC based in Abidjan. And she'll share much more information on this partnership model with you all before leading a panel discussion with some stakeholders from the Côte d'Ivoire case. And of course, during that panel discussion, there'll be plenty of opportunities for you all to ask questions of the panelists. So Sabina, let me turn it over to you. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien, Ok, super, merci beaucoup. Donc, j'espère aussi que vous voyez le slide que j'ai commencé à partager. Et j'espère aussi qu'il va avancer et qu'il ne va pas se bloquer comme cela, voilà, souvent ça arrive. Alors, tout d'abord, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir... Bonjour tout le monde. Très heureuse de pouvoir participer à cette deuxième session donc, de KIX. J'étais présente, même si un peu en sourdine, la semaine dernière. Merci beaucoup donc au Partenariat mondial pour l'éducation et à KIX de nous donner cette opportunité de partage d'expérience. Donc, sans plus tarder, comme cela m'a été demandé, je vais donc commencer à partager un peu les grandes lignes que nous avons vécues ici en Côte d'Ivoire en termes de partenariat innovant dans une optique de réussir à avoir un impact durable à échelle. Donc, c'est toute la discussion que nous avons eue la semaine dernière, notamment avec les inputs et les contributions de Larry. Alors, la plupart du PowerPoint est en français. Il y a juste 1 ou 2 slides dans celui-ci. Vous allez m'excuser, c'est en anglais. Mais enfin, un clin d'œil à nos amis anglophones. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'expérience de l'initiative Transformer l'éducation dans les communautés de cacao en Côte d'Ivoire. Ici, en fait, c'est une prise de vue d'un rapport qui retrace un peu les 5 ans de cette initiative, donc qui a démarré en 2016 et qui est toujours en cours, mais qui est, disons, finissante. Et donc, nous avons publié un rapport en décembre dernier, avec un rapport très atypique. Ce n'est pas vraiment un rapport d'activité,
Mais c'est un rapport où nous avons voulu donner la parole justement aux protagonistes de ce programme, protagonistes évidemment du gouvernement, des ONG partenaires, du secteur privé, des fondations, pour qu'ils puissent en fait dire avec leurs propres mots qu'est-ce qui a été utile pour eux dans cette initiative. Voilà, donc tout à l'heure, peut-être on va partager avec Molly le lien si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil à ce rapport. Donc, j'avance, enfin, oui, j'avance sur un deuxième slide. Est-ce que vous le voyez? Que j'ai changé de slide, juste me rassurer. Oui, oui, on le voit. Super, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, pour que vous sachiez un tout petit peu, disons, quelque chose par rapport à l'organisation, à la fondation que je représente, cette diapositive ici résume quelques faits, disons, et historiques et présents de la Fondation Jacobs. Donc, tout d'abord, c'est une fondation qui est basée en Suisse, à Zurich. Et le fondateur, en fait, était M. Klaus Jacobs, qui malheureusement est décédé en 2009. Et donc, ce monsieur a été un entrepreneur privé de succès, parce que, comme vous voyez ici sur la gauche, en fait, il a réussi à amener, comme on dit, au niveau global, des entreprises qui étaient au départ des petites entreprises. Donc, tout d'abord, il a commencé avec l'entreprise familiale Jacobs Suchard, qui était donc engagée dans le secteur du chocolat et du café, qui est donc devenue très importante lorsqu'il était le CEO. Ensuite, il a travaillé dans le secteur des ressources humaines temporaires avec ADECO, qui est une agence d'emploi temporaire qui est très connue. Ils ont, je crois, au jour d'aujourd'hui, 5000 bureaux à travers le monde. Donc là aussi, il a réussi en fait à amener, à hisser cette entreprise qui était au départ plutôt petite, une entreprise française au niveau global. Et puis, il a réalisé la fusion entre le chocolatier français Barry et le chocolatier belge Callebaut, pour devenir Barry Callebaut, qui est aujourd'hui le plus grand acheteur de cacao au monde. Voilà. Donc, sur la droite, parce que, voilà, étant une fondation privée, on peut se poser la question de savoir d'où viennent nos revenus. Donc, aujourd'hui, les revenus, en fait, qui nous sont versés à travers la holding familiale viennent de plusieurs sources, donc notamment de Cognita, qui est un réseau d'écoles privées, donc présent dans plusieurs pays au monde. Ensuite, Colosseum Dental, donc, qui est une chaîne surtout présente en Europe et dans les pays de l'Est de dentistes. Et puis finalement aussi Barry Callebaut, donc que je disais, c'est le plus grand acheteur de cacao. Voilà, ceci étant dit, je le précise parce que ce sera important pour la suite, nous ne sommes pas du tout la fondation de l'entreprise Barry Callebaut. Nous sommes donc une fondation qui est indépendante de tout ça, qui a été créée en 1989. Donc, nous sommes plutôt vieillots, plus de 30 ans, et notre mission institutionnelle, c'est vraiment le développement des enfants et des jeunes, en particulier à travers l'éducation. Et dans la colonne au milieu, vous voyez un tout petit peu des chiffres clés par rapport à nos investissements au fil des ans. Voilà un peu pour la Fondation Jacobs. Ensuite, encore quelques, voilà, sur votre gauche, encore quelques, comment dire ça, quelques faits qui concernent un peu le DNA de la Fondation Jacobs. Donc, nous avons une longue histoire de soutien à la recherche scientifique. En réalité, la Fondation Jacobs a commencé qu'en soutenant de la recherche scientifique sur des thématiques liées au développement des enfants. Et c'est après que nous avons commencé à investir, comme on le dit, dans les projets, dans les programmes. Nous avons une approche qui nous essayons de peaufiner et d'améliorer au fur et à mesure, mais que nous voulons holistique. Donc, une approche qui est basée sur les évidences, donc un lien avec la recherche scientifique, avec les données, que nous essayons donc de traduire dans nos actions, dans nos projets, et puis nous visons autant que possible une approche systémique, parce que c'est très bien de pouvoir, comment dire ça, contribuer au bonheur de quelques-uns,
mais les défis sont tels aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'on se fixe des objectifs ambitieux pour apporter un changement systémique. Et puis, nous avons aussi, voilà, disons pas, institutionnellement, nous aimons beaucoup collaborer avec les autres. Nous nous engageons à apprendre avec les autres, à partager nos expériences, parfois positives, parfois aussi négatives. C'est aussi important de partager les échecs. Et puis, ensemble, donc, de développer le domaine. Donc, dans notre cas, c'est le domaine de l'apprentissage. Comment l'enfant apprend. Et ici, sur la droite, quelques dates clés. Donc, 1989, la date de fondation de la Fondation Jacobs. Depuis 2009, nous décernons chaque année un prix donc pour la recherche scientifique et pour la pratique. Donc, par exemple, pour des projets très innovants dans le domaine de l'apprentissage des enfants. En 2015, donc, le lancement de TREC, de ce programme sur lequel je vais revenir tout de suite. Bien, donc cette diapositive ici, en anglais, donc en fait résume le cadre de résultats de ce programme TREC. Ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que, comme vous voyez donc dans la ligne en bas, il y a 6 colonnes, et en fait ces 6 colonnes correspondent, si vous voulez, à 6 instruments que nous avons mobilisés pour essayer de contribuer donc au niveau système en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire pour que voilà, tous les enfants pourront finalement devenir des adultes avec une vie pleinement réalisés, ils peuvent voilà, réaliser leurs ambitions et ils ont les outils pour le faire. Donc, pour parvenir donc à cet objectif, et vous voyez cette ligne grise au milieu, nous nous sommes dit dès le début qu'il fallait qu'on mobilise plusieurs acteurs et plusieurs expertises. Alors, c'est pas, comment dire ça, on dit en français, ce n'est pas la mer à boire. Depuis les années 2000, je me souviens encore à l'époque, j'étais jeune, mais c'était à l'époque de Kofi Annan, qui était à l'époque le secrétaire général des Nations Unies. Donc, dans son programme de réforme donc, des Nations Unies, aussi avec les objectifs du millénaire, donc depuis le début des années 2000, on dit les défis du développement sont tels qu'il faut collaborer. Il faut aller au-delà, disons, des acteurs traditionnels du développement, qui sont évidemment les gouvernements, qui sont aussi les bailleurs institutionnels. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit on veut vraiment mobiliser un écosystème de parties prenantes qui soit le plus global possible. Et le voici, cet écosystème que nous avons essayé donc de mobiliser en Côte d'Ivoire, où nous avons évidemment le gouvernement, ça va sans dire, mais nous avons aussi des individus ou des entités qu'on est moins habitués à voir. Donc, vous voyez sur la droite, on a donc l'industrie, donc le secteur privé. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'industrie du cacao et du chocolat. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure sur le pourquoi. Nous avons voilà, des fondations philanthropiques. Il y avait la Fondation Jacobs, mais on a mobilisé d'autres fondations. On a aussi mobilisé ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, notamment des entreprises de EdTech, des technologies éducatives. Nous avons évidemment, ça c'est déjà plus, comment dire, entre guillemets, normal, nous avons mobilisé nos partenaires de la société civile. Comme vous le savez, souvent, les innovations viennent de la société civile. Et puis, nous avons aussi beaucoup mobilisé donc, les chercheurs, le monde académique et les chercheurs. Donc, c'est cet écosystème-là que nous avons essayé de mobiliser et de consolider au fil des ans à travers le programme TREC. Voilà. Maintenant, je vais me concentrer en particulier. Alors, ce faisant, il y a eu, comment dire ça, il y a eu des investissements qui ont été réalisés que par la Fondation Jacobs, mais on a eu un volet en particulier que nous avons appelé en anglais Grant Matching Mechanism,
ou en français, les mécanismes de subvention, où vraiment nous avons mis ensemble des financements des fondations philanthropiques et des financements de compagnies de l'industrie du cacao et du chocolat, à qui nous avons proposé, nous les avons approchés et nous avons dit, écoutez, il y a un problème en fait en Côte d'Ivoire au niveau de l'éducation qui concerne ce qu'on appelle la crise de l'apprentissage. Donc, comme c'est quelque chose qui, en réalité, nous pensons concerne aussi l'industrie du cacao et du chocolat. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on est confronté au défi du travail des enfants dans la cacaoculture. Et souvent, en fait, pourquoi on a ce problème de travail des enfants? Il y a plusieurs causes profondes, mais l'une de ces causes profondes, comme le démontre la recherche, ce sont aussi les défaillances ou les faiblesses au niveau du secteur éducatif. Donc, on a dit à ces entreprises de l'industrie du cacao et du chocolat, en fait, on peut continuer à utiliser des sparadraps quand on trouve un enfant impliqué dans le travail des enfants, on trouve des solutions pour le sortir de là. Mais peut-être il est aussi utile de s'attaquer aux causes profondes, donc aux faiblesses du secteur éducatif, en coordination avec le gouvernement, pour essayer justement de s'attaquer à ces problèmes. Donc, l'un des problèmes étant la crise de l'apprentissage. Avec nos financements conjoints avec l'industrie du cacao et du chocolat, on a proposé en fait au gouvernement que nous puissions jouer un peu le rôle, comme on dit en anglais, de research and development. Alors, ça c'est quelque chose que nous empruntons beaucoup en fait du secteur privé, contrairement aux bailleurs publics qui ont différents types de redevabilité. Pour les bailleurs publics, c'est souvent difficile de dire, par exemple, au Parlement, écoutez, il y a ce défi-là, le Parlement qui leur donne de l'argent. Nous avons ces défis-là, on va essayer de tester plusieurs solutions. C'est très difficile. Souvent, malheureusement, on attend des bailleurs institutionnels qu'il y a un problème et on trouve tout de suite la solution. Les acteurs privés, ils ont cet atout-là qui peuvent se permettre de tester, de piloter plusieurs choses pour essayer de voir mais quelle est la meilleure solution face à un problème donné. Donc, vous voyez, dans la base de cette pyramide, nous avons entamé ensemble une phase d'expérimentation pour identifier des solutions prometteuses au problème donc, de la crise de l'apprentissage. Donc, entre 2017 et 2018, nous avons réussi à mobiliser 12 entreprises de l'industrie du cacao et du chocolat. Bon, on a collaboré avec 17 entités entre organisations de la société civile, chercheurs, organisations spécialisées sur la collecte de données qui ont été impliquées dans ces différentes expérimentations. Nous avons mobilisé donc, pour ce faire 11 millions de dollars. Donc, vous voyez, 11 millions de dollars pour 12 pilotes. Il y en avait, disons, on avait plusieurs priorités thématiques, mais ceux qui concernent l'éducation, on a piloté, on a fait, je crois, 5 pilotes pour tester plusieurs solutions. Donc, vous voyez, avec 11 millions de dollars, ce n'est pas énorme. C'était des pilotes à petite échelle, mais on a investi beaucoup pour avoir des données qui nous, et on va parler de ça la semaine prochaine, pouvoir nous permettre de prendre des décisions, de comprendre qu'est-ce que c'était la solution la plus prometteuse dans le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, je continue. Après cette phase de pilotage, vous voyez ici, on a co-conçu en fait les différents pilotes avec le ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est eux qui nous ont dit, ah, peut-être qu'on peut piloter telle et telle solution en sachant ce qui avait déjà été fait dans le système avant, ce qui n'avait pas marché, etc. On a conduit ces projets pilotes. Et puis, sur la base d'évaluation, dans le secteur de l'éducation, finalement, on a identifié une solution qui semblait prometteuse. Et on en a discuté la semaine dernière. Donc, c'était le pilote du PEC, du programme d'enseignement ciblé. Et donc, on a décidé de poursuivre, donc après la phase de pilotage, on a mobilisé des fonds additionnels pour aller dans ce qu'on appelait ici en haut
la phase d'extension donc de ces projets pilotes. Voilà. Maintenant, juste pour commencer à entrer un tout petit peu dans la phase plutôt de partage de qu'est-ce qu'on a appris de ça. Alors, vous voyez, à travers le programme TREC, on a essayé de mobiliser au-delà des acteurs traditionnels de l'éducation. Alors, il y a des préconditions pour réussir à faire ça, en tout cas de ce que nous, on a expérimenté. Mais déjà, il faut quelqu'un qui joue ce rôle de rassembleur, de bâtisseur de ponts. Alors, en l'occurrence, ça a été la Fondation Jacobs, et parce qu'on était, il faut le dire, on était un peu dans une position privilégiée pour le faire. En tant que fondation privée, mais avec une agenda de soutien aux politiques publiques, nous étions vraiment à l'intersection entre deux mondes qui ne se parlent pas beaucoup d'habitude, le ministère de l'Éducation nationale et l'industrie du cacao et du chocolat. Donc, nous, on avait une compréhension des enjeux, des défis du ministère de l'Éducation nationale. Et de l'autre côté, parce qu'on a cette, comment je peux dire ça, cette histoire un peu, cette historique liée à l'industrie du cacao et du chocolat, vu notre origine, on avait aussi une sensibilité et une compréhension des défis et des enjeux de l'industrie du cacao et du chocolat. Et donc, ça nous a permis justement de trouver ces points de convergence entre des intérêts et des missions institutionnelles qui sont différentes. Une compagnie comme Barry Callebaut ou comme Mars ou comme Nestlé n'a pas du tout la même mission institutionnelle que le ministère de l'Éducation en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu ramener, en fait, faire émerger ces points de convergence dans les intérêts. Et puis, une précondition essentielle pour pouvoir même essayer de mettre sur place ces partenariats multipartites entre secteurs différents, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même eu la chance d'avoir des acteurs, à commencer par le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale, qui ont fait preuve d'ouverture d'esprit. Et la même chose du côté donc, de nos partenaires de l'industrie du cacao et du chocolat, pour s'asseoir à la même table de discussion et accepter de se connaître et de dialoguer, même si on n'est pas des acteurs qui habituellement se côtoient. Maintenant, quand on arrive à mettre sur pied un tel partenariat, il y a des forces. Il y a vraiment des forces et je n'ai ici listé 3. Et je pense qu'à travers les questions, on pourra approfondir tout ça. Il y a des atouts et des compétences complémentaires qui peuvent être mobilisées pour relever des défis sociaux qui sont souvent très complexes et qui sont souvent imbriqués. Donc, si on se limite à adresser ces défis qui sont imbriqués juste avec des politiques sectorielles, il y a des chances qu'on n'arrive peut-être pas à avoir les progrès qu'on voudrait. Donc ça, c'est une force du partenariat multipartite, vraiment mobiliser différents atouts et compétences. Il y a ensuite l'avantage de diminuer les efforts qui sont souvent fragmentés et d'aligner ces efforts avec les agendas et les priorités nationales. Alors, je pense que c'est un avantage maintenant pour le ministère, en tout cas, d'avoir une plateforme, du moins, qui réunit autant de partenaires privés, parce que ça a un coût de transaction mineur, plutôt que d'avoir 16, 17 interlocuteurs, chacun qui prend le temps du ministère. On a une plateforme commune qui permet justement d'éviter toute cette fragmentation qui bouffe, il faut le dire, bouffe beaucoup de temps aussi au ministère de l'Éducation nationale. Et à travers la mise en place donc, de ces partenariats, s'ouvrent aussi des perspectives de mobilisation de ressources significatives qui sont cruciales, on l'a vu la semaine dernière, pour franchir cette phase intermédiaire qui est vraiment critique entre la phase pilote. Tout le monde fait des pilotes, mais comme disait Larry la semaine dernière, 95% de ces pilotes n'arrivent pas à être portés à échelle.
et très peu de ces solutions sont portées à échelle. Donc, à travers ces partenariats multipartites, s'ouvrent des perspectives de mobilisation de fonds. Maintenant, il ne faut pas être naïf, donc je voulais aussi apporter à votre attention quels sont les défis qu'il faut relever si on veut se donner des chances de réussir ces partenariats multipartites intersectoriels. Alors, il faut beaucoup travailler pour créer la confiance entre les partenaires et entretenir ce partenariat. Donc, ce rôle d'intermédiation, en tout cas que jusqu'à présent, ça a été joué par la Fondation Jacobs, c'est très important parce que, comme je le disais, les mandats, les missions, les cultures institutionnelles sont tellement différentes à la base qu'il faut investir pour rapprocher les parties, pour que les parties se comprennent. Voilà, donc j'en viens avec le deuxième point. Il est très important de faciliter cette compréhension entre les différents acteurs. Il est aussi très important de mobiliser des ressources nationales et affirmer le leadership du gouvernement. Alors, au début, le programme TREC, c'est vrai, ça a été initié, le mouvement est venu de la Fondation Jacobs. Maintenant, au fil des ans, on voit que le gouvernement affirme de plus en plus son leadership et même, comme le verrons tout à l'heure, mobilise des ressources pour justement les combiner avec les ressources privées et en faire vraiment un partenariat public-privé. Et ça, c'est très important pour que le partenariat puisse s'inscrire dans la durée. Il est aussi très important de démontrer ce qu'on appelle le business case pour mobiliser le secteur privé. L'industrie du cacao et du chocolat n'ont pas une mission philanthropique, hein, ça c'est clair. Par contre, ils peuvent être un très bon investisseur si on leur démontre que pour leur propre business, pour la durabilité de leur propre business, ils ont un intérêt à investir dans ces enjeux sociaux. D'où l'importance justement de la recherche, des évaluations, pour montrer quel est le lien entre ce que nous faisons pour résoudre la crise des apprentissages, améliorer l'accès à une éducation de qualité, comment ramener ça aux enjeux qui sont les leurs, notamment lutter contre le travail des enfants. Et donc, très important pour le partenariat, c'est de pouvoir baser les décisions sur la base de données fiables et j'allais dire indépendantes. De nouveau, quand on met ensemble des agendas qui ne sont pas toujours les mêmes, il est très important d'utiliser les données indépendantes et fiables pour la prise de décision. Et là, je vais terminer. Justement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes très contents parce que ce programme TREC et la confiance et la connaissance de ces partenaires qui est allée se renforçant au fil des ans nous a permis maintenant de passer à un stade, comme on dit en anglais, to the next level de ce partenariat pour vraiment créer un partenariat public-privé. Donc ici, vous voyez une initiative qui n'a pas encore été lancée officiellement, donc on vous donne une primeur. Nous allons lancer l'initiative officiellement la semaine prochaine. Et en fait, cette initiative, pourquoi elle est très importante? Parce que le gouvernement aussi y contribue au niveau financier. Donc, on a réussi à créer une plateforme publique-privée de partenaires qui sont au niveau égal parce que chacun y contribue financièrement. Et ça, c'est très important. Et donc, avec ce mécanisme de financement, donc qui vise, nous visons à peu près donc, une capitalisation de 70 milliards de francs CFA. Nous avons déjà réussi à mobiliser, je pense que ça c'est, nous avons déjà réussi à mobiliser 43 milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même un montant considérable. Donc, à travers la contribution du gouvernement, de 2 fondations philanthropiques et de 16 entreprises de l'industrie du cacao et du chocolat. Et ici, au milieu, vous allez voir comment on envisage d'utiliser ces fonds. Et ces fonds se veulent donc catalyseurs pour soutenir le passage à échelle d'approches pédagogiques éprouvées pour améliorer les apprentissages au niveau primaire.
Et puis ensuite, on a aussi un volet sur les infrastructures, quand bien même la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays en Afrique, ont fait des énormes progrès pour assurer l'accès universel au primaire. Il y a encore des résidus qu'il faut ramener à l'école, surtout dans les zones très reculées. Et donc, ce mécanisme de financement se propose de faire ça. Et ici, sur la droite, de toute façon, on va partager cette présentation. Vous allez voir voilà, les résultats qui sont attendus d'ici 2027. Voilà donc vraiment dans les grandes lignes ce qu'on voulait vous partager pour vous présenter l'expérience donc de ce partenariat innovant qui a été le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao, qui visiblement semble avoir convaincu et motivé les partenaires à aller à un prochain stade avec ce mécanisme de financement clé Child Learning and Education Facility. Donc, merci beaucoup. J'arrête la présentation pour pouvoir revenir et voir les visages des uns et des autres, j'espère. Voilà. Donc, Molly, je pense à toi. Ben, en fait, je vous laisse, Sabina, commencer la discussion avec les deux panélistes. Voilà, super. En fait, je te donnais la parole pour pouvoir prendre un peu mon souffle. Désolée. Désolée, Voilà. mais je peux... Non, j'ai repris le souffle, t'inquiète, j'ai repris le souffle. Donc, alors, très chers collègues, donc je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir avec moi Monsieur Faustin Kofi, donc inspecteur général, coordonnateur général de l'administration et de la vie scolaire au ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Voilà, je vois Faustin qui est apparu. Bonjour. Et ensuite, nous avons avec nous, et je le vois aussi, même s'il faut qu'il change son nom, parce que là, il est appelé comme moi tout à l'heure, Molly Curtis, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons M. Mbalo Ndiaye, qui est responsable durabilité à l'entreprise que probablement vous tous connaissez, Mondelez, qui nous a rejoint aujourd'hui donc pour pouvoir en fait leur donner la parole et témoigner de comment ils ont vécu ce partenariat. Donc, moi, je préparais quelques questions pour nos deux illustres panélistes et je demanderai à Molly de m'aider à identifier s'il y a d'autres questions qui vont être posées dans la chat, parce que je pense que c'est ça surtout l'objectif de vous donner la parole. Bien, super, merci beaucoup. Alors, je vais commencer, peut-être je vais commencer juste rapidement de donner l'opportunité à Faustin de vous présenter et puis à Mbalo, comme ça au moins tout le monde sait qui vous êtes dans vos fonctions, etc. Et puis après, je vais commencer avec les questions. Donc, Faustin, la parole est à toi pour te présenter. Merci. Merci Sabina. Alors, je suis Faustin Kofi. Je travaille à l'Éducation nationale et actuellement, j'occupe donc la fonction d'inspecteur général en charge de la coordination de l'administration et de la vie scolaire. Mais je suis là aussi parce que j'ai travaillé de très près avec TREC et sur les projets que TREC a initiés à l'Éducation nationale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Faustin. Je pense qu'on peut aussi ajouter, en lien avec la discussion de la semaine dernière, je sais que la modestie fait que tu ne veux pas trop en rajouter sur tes fonctions, mais tu as aussi été le manager du laboratoire de passage à échelle en temps réel, qui a donc travaillé directement en lien avec Brookings Institution. Donc, nous avons profité de l'expertise. Merci. Voilà. Good. Et maintenant, voilà, je vois donc notre ami Mbalo de Mondelez. À toi la parole. Merci Sabina et bonjour à tout le monde ou bonsoir pour ceux qui sont bon après-midi, qui sont déjà en pleine fin d'après-midi. Je suis Mbalo Ndiaye, je suis le directeur pour la Côte d'Ivoire de Mondelez International. Alors, le nom de notre entreprise sonne un peu organisation de développement, mais nous sommes quand même l'une des plus grandes entreprises au niveau mondial de production et de distribution de snacks.
et notamment les produits chocolatiers. Alors aujourd'hui, si on considère les volumes de fèves de cacao transformés dans le secteur cacao, par exemple, nous sommes certainement parmi les leaders si on n'est pas le leader. Alors, donc, vous comprenez naturellement que notre présence en Côte d'Ivoire est extrêmement importante, dans la mesure où c'est le premier producteur mondial de cacao. Et notre responsabilité, non seulement commerciale et de contribution à l'économie nationale est importante, mais nous avons aussi une responsabilité énorme de prise en charge des problèmes sociaux et pour lesquels nous avons de façon prompte et sans hésiter entré en partenariat avec la Fondation Jacobs et le gouvernement de Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup, cher Mbalo. Donc, je reviens à Fosta. Alors, Fosta, vous avez été impliqué donc dans le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao depuis le tout début, depuis 2016. Et comme j'ai illustré tout à l'heure, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru dans la consolidation du partenariat. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt, comment dirais-je, on on les difficultés ou les perplexités qu'on a eu peut-être à affronter au départ. Donc j'aimerais bien qu'on mette tout ça en parenthèse et on revient, on fait un saut en arrière en 2015-2016. Quand la Fondation Jacobs a approché le ministère au départ avec cette idée de mobiliser cet écosystème avec des partenaires du secteur privé, pour vous demander en fait de nous dire comment a été appréciée au départ cette démarche de la Fondation Jacobs. Est-ce que cela a été compris tout de suite, sans problème? Vous avez trouvé ça normal? Ou bien est-ce que cette démarche avait suscité des interrogations au départ? Donc, en toute sincérité, partagez-nous un tout petit peu l'histoire. Merci. Merci, Sabina. Alors, comme tu peux t'en douter, au départ, il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes. Où allons-nous avec cette nouvelle façon de faire? Pour dire ça comme ça, parce que habituellement, lorsque nous avons des préoccupations à l'école, on a des partenaires qui arrivent et disent, écoutez, nous, voici une solution que nous avons, on va la tester. On la teste en cours de route, après, c'est fini. Les fonds alloués pour cette initiative sont finis, ils sont répartis et on est coincé, on revient à la case départ. Mais il faut dire qu'on s'était demandé, mais où est-ce qu'on va avec cette nouvelle façon de faire, avec des non-spécialistes, entre guillemets, de l'éducation, qui veulent venir avec nous pour parler d'éducation. Nous, on a des problèmes, venez apporter nous les ressources pour que nous puissions adresser nos difficultés. Mais ça n'a pas été le cas. Et autant que je m'en souvienne, lorsqu'il a été question d'adresser la question de l'apprentissage, qui était un défi à relever à l'éducation nationale, avec la Fondation Jacobs et donc TREC, au départ, on a eu une panoplie de solutions qui nous avaient été suggérées pour dire, écoutez, par rapport à vos problèmes, voici ce qui se passe ailleurs, des approches qu'on a pu collecter ça et là. Regardez laquelle de ces approches pourrait peut-être s'adapter au cas de la Côte d'Ivoire. Voici comment est-ce que l'aventure va démarrer précisément avec justement cet écosystème qu'on va créer. Parce que par rapport donc au choix qu'on va faire après, on a eu l'opportunité de nous asseoir autour de la table avec des industries, avec la Fondation elle-même, mais également et surtout avec des organisations non gouvernementales. Et même des institutions également se sont retrouvées souvent de fois autour de la table de discussion, parce que c'est vrai que tu n'as pas posé la question, Sabina, mais on a vu que cette initiative qu'on a eue à démarrer avec vous nous a amené à un autre mode de gouvernance qui, par la suite, va nous être très utile pour comprendre que, au-delà des incertitudes de départ, finalement, nous sommes arrivés à déployer toutes les initiatives qu'on a commencées avec vous dans la sérénité, beaucoup plus. Parce que là, on était entre l'administration parfois un peu lourde, avec le privé qui était avec nous, qui était très exigeant par rapport au timing des fois,
Mais c'est avec tout ça que nous avons pu conjuguer pour dire qu'on a très vite fait de dépasser nos incertitudes pour comprendre qu'on nous donnait cette fois-ci l'occasion de pouvoir nous exprimer parce que ce n'était pas une affaire qui nous était posée avec des règles figées, on rentre dedans ou on ne rentre pas dedans. Mais on a construit ensemble et ça a été ça donc la force de cette initiative au départ. Merci beaucoup Faustin. Donc, je relève deux choses. Donc, la première, c'est vrai que je ne me suis pas attardée là-dessus, mais lorsqu'on a discuté avec le ministère par rapport à de potentielles solutions pour adresser la crise de l'apprentissage, c'est vrai que nous, disons, fidèles à notre mantra des solutions basées sur les évidences, on avait fait un effort pour aller ratisser autour des expériences d'autres pays, justement des solutions déjà éprouvées. Parce qu'on s'était dit, il y a tellement de choses dans le monde dont on sait qu'ils marchent. Donc, plutôt que de réinventer la roue à zéro, essayons de capitaliser. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous sommes arrivés notamment à proposer Teaching at the Right Level, qui est devenu PEC en Côte d'Ivoire, parce qu'on savait déjà, en tout cas, qu'il avait été probant. Donc, merci d'avoir relevé ça. Et puis, je relève, en passant la parole à Mbalo, donc je comprends bien, le secteur privé, avec son stress à la montre, nous a un peu stressés quand même. Hein? Donc, voilà. Donc, Monsieur Mbalo, hein, comme on dit, time is money. Donc, vous nous avez forcé quand même à être très diligents pour pouvoir travailler de manière peut-être un peu plus efficace et pas trop traîner dans les longueurs. Maintenant, j'ai une question pour vous. Alors, comment Mondelez, donc une entreprise donc voilà, qui produit des chocolats, des sucreries, comment vous êtes arrivé à soutenir l'éducation et en particulier la problématique de la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous investissez dans ce domaine? En quoi ça vous intéresse? Oui, Sabina, vous l'avez mentionné dans votre présentation, il y a deux facteurs. Le premier, c'est d'abord l'état d'esprit, hein, l'ouverture d'esprit qui a évolué. Il faut dire dans l'industrie de façon globale, si on compare le comportement en termes de choix d'investissement il y a 5 ans et vous reculez 10 ans avant, vous verrez qu'il y a une forte évolution d'ouverture d'esprit sur quelles sont les choses sur lesquelles on doit nous focaliser et investir. Et c'est ainsi que la problématique de la durabilité des chaînes de valeur, notamment le chaîne de valeur cacao, a fortement évolué dans le temps. Et du coup, les compagnies aussi, certaines se sont adaptées et d'autres ont juste pris l'opportunité, saisi l'opportunité et commencé à investir dans ces aspects. Alors, pour notre cas spécifique, je crois que les choses se sont passées plus vite parce que en interne aussi, il y avait cet état d'esprit déjà, facilité par le fait que certains de nos collègues, y compris moi-même, on venait du sphère du développement. Et du coup, on avait déjà cette motivation qu'il est important d'investir dans l'éducation pour le futur. Mais je reviens à l'état d'esprit interne du secteur privé et notamment de Mondelez. C'est quoi? C'est le business. OK. Et quels sont les deux cas, les deux objectifs de business qu'on voulait atteindre à travers l'éducation? Premièrement, nous avons vite constaté, après, sur la base des données qu'on avait, que les planteurs de cacao étaient non seulement, je m'excuse du terme, hein, il y avait plus de vieux que de jeunes, OK? Et le niveau d'éducation était très faible. Et c'est encore le cas. Et du coup, ça augmente nos charges et nos investissements en conseil agricole et en formation des planteurs. Alors, et chaque année, on répète pratiquement les mêmes modules de formation pour la majorité des groupes qui sont déjà formés. Donc, on fait des formations de rattrapage pour insister sur certains points, tout simplement parce que ce n'est pas bien compris
Et quand ce n'est pas bien compris, ce n'est pas bien appliqué sur le terrain. Donc, vous voyez que le rationnel est purement business. Et donc, nous nous sommes dit, pour préparer les futures générations de planteurs qui soient mieux outillés à comprendre les messages de vulgarisation agricole et à les appliquer, il faudra nécessairement investir sur l'éducation. Il ne faudra pas que ceux qui vont remplacer les agriculteurs actuels, qui sont issus de ces mêmes familles, aient les mêmes difficultés à exploiter toute l'assistance technique et l'assistance en matière, en intrants qu'on leur donne, tout simplement parce qu'ils ne sont pas éduqués. Nous avons aussi remarqué, fait une lecture que si l'alphabétisation pour les adultes n'est pas aussi soutenue, on ne pourra pas pousser à faire appliquer l'effort de sensibilisation que nous faisons. Alors, donc, Monsieur Diallo, il faut... Voilà, merci. Voilà, vas-y. Okay. Alors, l'autre point, Sabina, vous l'avez aussi mentionné tantôt, c'est l'efficacité de l'éducation par rapport à la prise en charge des questions de travail des enfants. Alors, au départ, on nous considérait comme proxy, dire que ben, si on investit dans l'éducation, peut-être ça va atténuer, etc. Mais nous avons eu la certitude que la relation est directe, puisque si l'éducation est la première opportunité que vous offrez à un enfant dans une communauté pour ne pas aller faire autre chose. Puisque si vous comptez même le temps que l'enfant passe pour jouer, hein, il ne peut pas jouer toute la journée. Par contre, si vous le mettez dans une école, il y a très peu de chances que cet enfant-là soit exposé à des risques de travail dangereux. Et donc, on a notre second niveau de motivation a été donc cela. Donc, c'est pour cela que nous avons vite accepté de co-investir dans le programme TREC. Et je mentionne au passage que lorsqu'on a démarré, comme Sabina vous l'avez dit, vous nous avez proposé une pile d'options qui sont basées sur la recherche et trouvées ailleurs. Et nous, on a regardé qu'est-ce qui était adapté à nos programmes, qui pourrait être ancré dans le programme qu'on a déjà. Donc, on n'est pas venu aussi, nous, prendre ces propositions-là et commencer à partir du néant. Donc, on a regardé les options qui étaient beaucoup plus faciles à ancrer dans nos programmes de durabilité et c'est ça que nous avons appliqué. Et c'est cette expérience très riche qui nous vaut aujourd'hui notre participation. Ça n'a pas été difficile pour nous de participer dans le programme clé de partenariat public-privé. Merci beaucoup, Mbalo. Donc, je pense que, en tout cas, moi, je retiens deux éléments essentiels. Donc, l'intérêt d'une entreprise privée comme Mondelez, en fait, de développer le capital humain pour pouvoir appuyer la prochaine génération de planteurs. Donc, pour que vous puissiez continuer à avoir du cacao et continuer à produire les produits que vous produisez, mais d'avoir une génération de planteurs qui puisse aussi se moderniser. C'est comme ça que je comprends. Donc, il faut déjà avoir des jeunes qui est la base de la formation, qui sachent lire, écrire, etc. Donc, ça, c'est une chose que je retiens. Et la deuxième chose, du coup, là, en termes de prévention du travail des enfants, donc vraiment ce lien direct qui a été, je sais, hein, nous-mêmes, on essaye de démontrer à travers les recherches pour montrer qu'il y a une causalité, en fait, si la qualité, pas seulement l'accès, mais aussi la qualité de l'éducation est meilleure, ça a une incidence sur la réduction du travail des enfants. Parce que finalement, on dit toujours, en fait, nous tous, riches ou pauvres, nous sommes des acteurs économiques rationnels. Donc, les planteurs sont des acteurs économiques rationnels. Donc, si ton enfant
tu fais des efforts pour le scolariser, tu vois les résultats, il y a des chances que tu continues d'investir pour l'envoyer à l'école. Si l'enfant redouble, etc., ça commence à être compliqué. Donc, merci beaucoup d'avoir bien décortiqué ces deux éléments. Donc, je reviens donc à Faustin pour vous poser une question parce que je pense que ça peut être intéressant pour tous nos partenaires donc, des différents pays et qui travaillent dans les ministères, qui sont vos collègues, hein, Faustin, donc les collègues du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pouvez toucher un petit mot au sujet de la gouvernance du programme TREC ou, sans entrer dans les détails, ou la future gouvernance de l'initiative, du mécanisme de financement clé? Donc, comment ces trois parties, gouvernement, fondation, secteur privé, prennent les décisions ensemble? Comment ça se passe? Merci. Je vois M. Faustin figé, très figé, ou bien c'est moi qui est... Vous m'entendez? Non, c'est Faustin. Oui. D'accord. Oui, c'est Faustin qui est figé. Je t'entends, je t'entends. D'accord. Donc, on lui laisse encore juste 15 secondes. Sûrement qu'il va se déconnecter, reconnecter. Peut-être du coup, pour ne pas trop perdre de temps, entre-temps, on monitore la chat. Hein, donc, tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez certainement des questions super intéressantes à poser, donc n'hésitez pas. Du coup, en attendant que Faustin se reconnecte, Mbalo, si tu es toujours à l'écoute, j'aimerais vous redonner la parole pour vous poser une autre question. Donc, ça fait quand même, ça fait quand même plusieurs années que Mondelez travaille sur les questions de développement communautaire, hein, pour améliorer les conditions de vie aussi donc des planteurs de cacao. Donc, en quoi, en fait, le partenariat avec TREC, mais je dirais surtout le nouveau partenariat donc avec Clé, hein, en quoi il est différent par rapport à tous les efforts que vous avez menés jusqu'à présent? Merci. OK. Le nouveau partenariat est différent puisque, premièrement, je crois que si on recule un peu 1 à 2 ans avant, avec tout le processus de négociation qu'il y a eu, nous avons appris, il faut le dire clair, nous avons appris à travailler avec le gouvernement. Ça, ce fut pour nous un gain appréciable. Et il faut le dire, hein, je crois que de la même façon que les institutions gouvernementales ont quelques souvent méfiance ou ont du mal peut-être à travailler avec le secteur privé, de notre côté aussi, il y avait ce ressenti-là que, écoute, comment on va travailler avec le gouvernement? On n'a pas les mêmes agendas, on n'a pas souvent même les mêmes années budgétaires et on n'a pas les mêmes capacités. Quand j'ai dit capacité, peut-être il faut avoir plus de gens, nous on n'a pas beaucoup de gens, on n'a pas des gens spécialisés dans l'éducation, etc. Donc il y avait tous ces questionnements-là qu'on avait et certains de ces limites sont encore là, hein, du côté de l'industrie. Ce n'est pas toutes les compagnies qui ont de grands experts en éducation et tout. Mais pourquoi ce programme est important? Ça nous a permis d'apprendre. Premièrement, tout d'abord avec le programme initial TREC, par lequel nous avons appris à développer une expertise éducation, light, I would say, light, mais au moins ça nous a permis d'apprendre comment faire la conception et comment mettre en œuvre et suivre un projet d'éducation dans le cadre du développement communautaire global et sur une chaîne de valeur. Donc ça a été un apprentissage extrêmement important. Nous avons aussi appris que l'éducation et la protection de l'enfant en particulier sont des secteurs à intervention multidimensionnelle.
et complémentaires. Nous avons pu remarquer que par exemple, construire les infrastructures, sensibiliser les parents à l'accès n'ont pas suffi. Même pour réduire de façon drastique l'exposition des enfants au travail des enfants. Donc, nous avons compris qu'il faut aller au-delà, élargir notre spectre de partenariat et donc impliquer d'autres qui certainement vont être beaucoup plus influents et avoir un impact beaucoup plus large. Donc, ça a été une motivation supplémentaire à l'engagement de Mondelez à participer au programme CLE. Une autre chose qu'on a appris en travaillant avec Jacobs, c'est que lorsque la gestion est basée sur les résultats, on parvient beaucoup plus vite et selon les délais à obtenir des résultats et à atteindre les objectifs du programme. Au départ, on avait un mode de gestion qui était assez ouvert, souple, mais toujours avec la flexibilité dans le management de track. Là, je reviens à track. On a mis en place un système de paiement basé sur les résultats qui était aussi nouveau pour nous. On se dit, ben, comment on va s'y prendre? Je me rappelle, j'avais tellement du mal à l'expliquer à nos financiers qui ne comprenaient rien de tout cela. Mais ben, on l'a appliqué avec votre soutien et c'est ce qui aujourd'hui nous permet même de l'appliquer à d'autres programmes que nous avons en interne. Alors, le quatrième point, je crois, qui est hyper important dans la collaboration dans le cadre du programme CLE, c'est la confiance. Aujourd'hui, on est parvenu à créer la confiance entre le secteur privé et le gouvernement. On s'assoit autour d'une même table, on négocie, même si on a des séquences de préparation de réunions qui sont peut-être sectorielles, mais aujourd'hui, on parvient à communiquer beaucoup plus facilement et je pense que c'est grâce à ce mécanisme de partenariat. Merci beaucoup, Mbalo. Donc, voilà, donc, je relève ce que tu soulignes, c'est aussi ce voyage qu'on a fait au fil des ans et ça a été discuté la semaine dernière, en fait, pour vraiment essayer de se départir de cette mentalité de projet après projet après projet, pour essayer de s'attaquer, donc, d'avoir une approche systémique. Et finalement, c'est ça aussi qui justifie de mobiliser le gouvernement. Parce que si on doit mobiliser le gouvernement à chaque fois pour des petits projets, alors ils ne vont pas nous dire ça parce qu'ils sont gentils. Monsieur Faustin Kofi est très gentil. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est des coûts de transaction énormes. Alors maintenant, avec ce mécanisme de financement, on adopte une approche systémique. Donc, c'est-à-dire que c'est très important. L'industrie du cacao et du chocolat accepte d'investir même au-delà des communautés où finalement ils achètent le cacao. Ça, c'est très important. Mais de s'adosser donc à la politique publique. Et la politique publique, M. Faustin Kofi, est obligé de regarder tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les villages de Côte d'Ivoire ont des droits et donc on doit remplir ces droits, on doit garantir ces droits. Donc, heureuse de vous voir de retour et la question que je voudrais vous poser, c'est justement, peut-être, je disais tout à l'heure, quand vous aviez disparu des écrans, ça peut intéresser aussi tous les autres partenaires donc des ministères qui sont avec nous aujourd'hui pour nous dire quelques mots sur les mécanismes de gouvernance. Comment ça se passe en fait avec ces partenaires du secteur privé, des fondations? Comment on a organisé la gouvernance pour la gestion de ces fonds? Peut-être quelques mots là-dessus. Merci, Monsieur Kofi. Merci, Sabina. Écoutez, c'était indépendamment de ma volonté, la disparition de tout à l'heure. Alors, pour aller à la question, il faut dire que l'avantage qu'on a eu, c'est d'avoir mis en place un mode de gouvernance qui était très ouvert. Et ce mode de gouvernance a appelé autour de la table, comme je l'ai dit tantôt,
plusieurs acteurs. Au-delà des spécialistes de l'éducation, il y a eu tout un autre monde qui a gravité autour de la table de discussion à chaque fois que de besoin. Ainsi donc, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a mis en place un comité de pilotage pour conduire notre projet. Et ce comité de pilotage, bien sûr, avait comme acteurs les membres du gouvernement que nous représentons, mais aussi et surtout l'industrie, la Fondation Jacobs et également des membres d'institutions qui étaient avec nous. Et puis des organisations non gouvernementales. Et au-delà du comité de pilotage, donc, qui, bien entendu, qui était conduit par le cabinet, donc par le directeur de cabinet donc, du ministre de l'Éducation nationale, puisque tout ce que nous menions comme initiative, c'est pour l'école, et comme tel, le cabinet en a donc, j'allais dire, le premier regard, et tout était conduit par le directeur de cabinet donc, du ministre de l'Éducation nationale. Et donc, le comité de pilotage avait donc l'obligation de valider toutes les actions majeures qui devaient être conduites. Donc, les stratégies devaient être donc d'abord validées par ce comité de pilotage. Et puis, on avait un comité de mise en œuvre qui était donc le comité technique, donc conduit également par une coordination. Et même au-delà donc de ces trois, j'allais dire, de ces deux organes fondamentaux qu'on a mis en place, il y avait un troisième dont on n'a pas souvent parlé, mais qui était fort intéressant. On avait un comité, un groupe d'observation. Un groupe d'observation qu'on avait créé, qui se réunissait également, qui était beaucoup plus élargi, avec des organisations qui n'étaient pas au départ dans le comité de pilotage, mais qui venaient à ces rencontres périodiques pour voir comment est-ce que nous développons notre partenariat, mais surtout comment est-ce que l'école, par rapport aux initiatives que nous sommes en train d'implémenter, va. Et donc, pour tout dire, le fait que nous ayons pu réunir autour de la table et industrie, et ONG et autres, comme l'a dit M. Mbalo tout à l'heure, quand autour de la table, vous retrouvez des personnes qui parlent donc de durabilité, mais qui cette fois-ci se rapprochent justement de la population. Ce n'est pas à un niveau de recherche, ce n'est pas à un niveau de grandes écoles, mais c'est au plus bas de l'échelle que ceux-là viennent maintenant pour discuter dans les questions de l'éducation. Durabilité, qu'est-ce qui se passe dans l'implantation? Comment on peut faire en sorte que cette durabilité-là puisse venir non de très loin? Ça a été ça l'expérience que tous nous avons donc pu cueillir de ce partenariat que nous avons pu donc développer en bâtissant un autre écosystème autour donc de la table de l'école. Voici, pour être bref, ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Faustin. Molly, je vois qu'il y a des questions. Tu nous aides un peu à faire le truc pour qu'on puisse donner, voilà, écouter un peu ce que nos participants demandent. Oui, d'abord, il y a une question. D'après mon expérience en tant que développeur de curricula, les innovations pédagogiques meurent souvent là où le système utilise des modèles de diffusion en cascade. Donc, est-ce que vous pourriez partager vos expériences à cet égard? Bah, je donnerai la parole à Faustin Kofi. Voilà, je vais juste citer parce que c'est très vrai ce que le monsieur dit. Et un collègue du ministère de l'Éducation nationale qui dit que justement dans les formations à cascade, il y a beaucoup d'eau qui s'opère. Donc, je crois que ça reflète la question du monsieur. Donc, Faustin. Merci Sabina. Alors, vous avez parlé de mise à l'échelle. Effectivement, lorsque nous avons commencé avec le programme d'enseignement ciblé, on a commencé par faire la formation en cascade. Et c'est là la spécificité justement donc d'une intention d'élargissement de l'initiative. On ne peut pas croire que quand on a fait une phase pilote, qu'on a des résultats probants, tout de suite, on passe à l'échelle. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que Larry l'a bien expliqué la dernière fois. Et donc, nous aussi, on a été confrontés à cette réalité qui est que si on voulait aller en formation en cascade, effectivement, on allait diluer la qualité de la formation. Et donc, en termes d'adaptation, on a eu à travailler, je le dis, avec Brookings et tout ça, pour regarder quelques modèles de formation pour nous, en ce qui nous concerne, arriver à adopter la solution de la formation hybride.
un peu de présentiel, mais également un peu de formation avec la nouvelle technologie, de sorte qu'il y ait des solutions qui soient embarquées et que les apprenants restent d'abord en contact avec la première source de formation et qu'ils aient avec eux des supports qui leur permettent régulièrement également donc, de revoir les formations qu'ils auraient reçues, de sorte à ce qu'ils ne soient pas coupés totalement. Mais sinon, on est d'accord avec vous. Et c'est dans la réflexion justement de notre capacité à vouloir former tous les enseignants de Côte d'Ivoire dans la perspective de la mise à échelle que nous sommes arrivés à ces adaptations-là pour trouver donc des solutions qui sied beaucoup plus à ce que nous voulons, surtout que à la fin de la journée, il ne faudrait pas que la qualité donc, de l'éducation, parce que ce qu'on a eu à la phase pilote, si c'est bon, il faudrait qu'à la fin de la journée, en généralisant, nous ayons gardé encore une bonne qualité de la formation qu'on veut faire. Et donc, dans le processus de la mise à échelle, c'était aussi donc des questions qu'il fallait donc adresser. Merci. On a plein de bonnes questions. La prochaine, c'est comment susciter un nouvel état d'esprit au sein des acteurs du secteur privé pour investir et collaborer avec d'autres acteurs publics et non gouvernementaux dans les secteurs sociaux comme l'éducation. Nous savons que la plupart des acteurs privés n'ont pas adopté la responsabilité sociale. Merci pour cette très bonne question. Mbalo, je pense que, voilà. Alors, je disais tantôt que cet état d'esprit a fortement évolué. Nous, on ne parle plus de responsabilité sociétale d'entreprise, mais on parle plutôt d'action sociale arrimée à notre chaîne de valeur. Rappelez-vous que, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, les plus grands marchés de produits finis, notamment l'Europe et les États-Unis, sont en train de corser la réglementation relative à la protection sociale. Et donc, les deux points clés que sont le travail des enfants et le respect des droits de l'homme, le travail des enfants inclus, et l'autre pilier, c'est la lutte contre la déforestation, sont devenus des conditions non négociables dans la mise en œuvre des programmes de durabilité. Donc, il n'y a plus de point de non-retour. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui traînent les pieds, mais les grandes sociétés, les grandes multinationales qui ont des marchés un peu partout à travers le monde ne peuvent plus se permettre d'avoir un œil autre qu'un œil de collaboration et un œil d'investissement soutenu sur les aspects sociaux, notamment sur l'éducation. Et c'est ça qui justifie qu'à la première signature d'accord, une quinzaine de sociétés, notamment, et la majorité, c'est des sociétés internationales, ont donné rapidement leur accord pour signer. Je vois qu'il y a une forte évolution à ce niveau. Maintenant, je pense que ces sociétés et le gouvernement et aussi les autres partenaires comme la Fondation Jacobs, on doit élargir notre plaidoyer et faire ça de façon conjointe pour démontrer aux autres partenaires potentiels que c'est un terrain sur lequel ils doivent se sentir à l'aise et venir investir. Merci. Olivier a dit qu'il a 3 préoccupations. D'abord, quelle a été la stratégie pour la mise à l'échelle des innovations du programme TREC? Quels résultats obtenus? Et quelle contribution de la société civile? Et il y a une autre question qui est similaire. Est-ce que l'approche aurait donné quelques résultats dans les zones d'expérimentation? Merci beaucoup. Peut-être je vais commencer à répondre à cette question et puis Faustin et Mbalo peuvent compléter. Alors, voilà. Donc, quelle est la stratégie pour la mise à échelle du programme TREC? Justement, en fait, si vous voulez, donc je parlais du programme TREC qui a eu, alors par exemple, si on regarde, si vous jetez un coup d'œil à ce 5-year report, là, donc les réflexions sur le programme de 5 ans, vous allez voir que nous nous étions fixés de toucher 201 000 bénéficiaires, 200 000 bénéficiaires entre
les petits-enfants à travers l'éducation parentale, le primaire et aussi la formation professionnelle. Alors, cet objectif a été atteint, mais on est quand même conscient que c'est bien, mais c'est une goutte d'eau par rapport à tous les besoins qu'il y a en Côte d'Ivoire. Donc, l'initiative clé, donc ce qui est un mécanisme de financement, sa raison d'être, c'est justement pour porter à échelle les innovations qui ont été probantes dans le cadre du programme TREC. Donc, les financements de clés, c'est fini les pilotages, les tâtonnements, essayer de nouvelles choses. Non, nous allons mettre à échelle ce que le ministère de l'Éducation nationale a estimé prometteur, ce qui est en ligne avec voilà, les priorités nationales. Et d'ailleurs, je vais aussi souligner que quand on fait ça, on va aussi le faire parce que nous, donc du coup, on a travaillé, voilà, les résultats obtenus avec le programme TREC, je crois que vous en avez parlé la semaine dernière, notamment avec le programme PEC. Il y a donc des résultats probants, mais le PEC, c'est un programme de rémédiation, d'accord? Donc pour les enfants en difficulté d'apprentissage à partir du CE1. Maintenant, on a la chance en Côte d'Ivoire qu'il y ait la Banque mondiale, à travers d'ailleurs jusqu'à présent des financements du Partenariat mondial pour l'éducation, qui a travaillé de manière complémentaire sur l'installation des premiers apprentissages. Donc, à travers le mécanisme de financement clé, on va concevoir ensemble les activités qui vont être financées avec le ministère de l'Éducation nationale, mais je soupçonne fort que le ministère va dire, bah, écoutez, on a identifié des outils probants aussi pour le CP, donc pour l'installation des compétences. On ne va probablement pas attendre que les enfants ont des difficultés d'apprentissage pour intervenir. Donc, j'imagine qu'on va jumeler ces initiatives probantes pour avoir un paquet qui s'applique donc à tout le primaire pour soutenir les apprentissages. Et donc, c'est ça que nous avons, en fonction de ce que le ministère va nous dire, eh ben, c'est ça que nous allons faire. Donc, pour revenir à la terminologie qui est utilisée, je suis sûre que vous l'avez lu, le Millions Learning Report de Brookings, donc qui était sorti en 2016. Il y a vraiment, dans les difficultés de passage à échelle, je crois qu'il y a une question que j'ai vue, quelqu'un pose la question, mais pourquoi 80%, c'est même plus, donc des projets pilotes n'arrivent pas à passer à échelle? Parce que pour que ce passage à échelle réussisse, il y a plusieurs ingrédients qui sont nécessaires. Évidemment, le financement est un ingrédient important. Et donc, Clé vise vraiment à pouvoir apporter cette réponse pour qu'on arrive suffisamment loin, pour que le ministère de l'Éducation nationale arrive suffisamment loin dans l'intégration et dans la généralisation, notamment du PEC, pour qu'il puisse finalement, peut-être avec d'autres appuis, d'autres bailleurs, arriver à couvrir tout le territoire national. Voilà, merci. Merci, Sabina. Oh, pardon. Non, je dis que Sabina a dit l'essentiel, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, il n'y a pas de raison de vouloir aller à un pilote si on n'envisage pas d'aller encore de l'avant, si d'aventure les résultats de ce pilote étaient probants. À moins qu'on se dise que, écoutez, c'est juste pour faire la recherche, on veut juste voir, et puis on a d'autres ambitions ou alors d'autres projets pour lesquels on veut juste faire un test. Sinon, si c'est pour adresser une question, comme c'était le cas en Côte d'Ivoire, adresser donc le défi d'apprentissage, l'expérience, sinon le pilote que nous avons développé, on devait tout de suite envisager la possibilité pour nous de passer à échelle. Et donc, c'est au départ que la décision doit être prise. Et lorsque nous avons commencé la phase pilote avec 50 écoles au départ, tout de suite, la question de comment est-ce qu'on fait après? Et comment est-ce qu'on fait après? C'est de pouvoir résoudre le problème pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. D'où la nécessité pour nous de réfléchir mise à échelle. Et c'est là qu'a commencé donc le processus de réflexion en question avec tous les acteurs autour donc de la table, parce que pour même parler donc de mise à échelle, il ne s'était pas agi seulement des spécialistes de l'éducation pour aller à une réflexion.
autour d'un laboratoire qu'on appelle donc le Real-Time Scheme Lab. On a rassemblé tous ces acteurs-là encore pour aller à l'élaboration de la stratégie de mise à échelle. Donc, c'est toute une stratégie que nous avons donc élaborée. C'est passé par plusieurs séances de travail, c'est passé par des ajouts, des retraits. Alors, la semaine dernière, quelqu'un, en parlant de l'exemple de Larry, dit, mais pourquoi pas ajouter qu'il faut retirer? C'est tout ça aussi, justement, le processus donc, de mise à échelle. Donc, on est parti d'un pilote, on a regardé, on est passé à une phase d'extension et on va au pilote maintenant, après qu'on se soit assuré de pouvoir adresser tout ce qui a pu être relevé comme petite contrainte au cours donc, de la mise en œuvre de ces pilotes et de ces phases d'extension, comme cela a été donc indiqué. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Et donc, aujourd'hui, on a élaboré un plan de mise à échelle, on a évalué le coût, parce que ça aussi c'est important. Il ne faudrait pas prendre une calculatrice aussi simplement et puis dire que comme on a dépassé tant de francs pour déployer l'expérimentation ou alors la phase d'extension, alors tout de suite, pour passer à échelle, ça va nous coûter X fois tant. Non. Ça a été tout un modèle de simulation que nous avons donc également adressé pour pouvoir déterminer ce à quoi devrait s'attendre l'État de Côte d'Ivoire si nous voulons, de façon générale, appliquer une solution, celle donc du programme d'enseignement ciblé, que nous avons trouvé une expérience ou alors une approche capable de résoudre le problème donc, de la rémédiation. Voici ce que je voudrais donc ajouter. Oh, merci Faustin. J'ai une autre question pour vous, mais d'abord, je vais juste dire, on a encore 12 minutes pour questions, mais aussi pour discussion. Donc, on vous invite aussi de partager vos expériences et vos réflexions, ainsi que des questions. J'allais poser une question pour Faustin, mais je ne sais pas si ça marche pour lui, mais peut-être. Mais la question, c'est que de cette expérience de la Côte d'Ivoire, cette personne voudrait savoir l'appréciation du ministère sur cette expérience. Mais sinon, on peut aussi sauter à la prochaine question en attendant Faustin. Comment on a digéré les questions d'éthique liées au échec probable des recherches et leur impact sur le système, voire des enfants? Et comment expliquer le 90% de projets pilotes qui ne passent pas à l'échelle? Peut-être en attendant que Faustin revienne, peut-être je vois c'est Ali qui a posé la question, Ali de la Banque mondiale qui a posé la question, juste pour la recherche. Est-ce que tu peux, Ali, tu te caches là derrière les écrans? Il faut sortir et puis pardon, repose la question, juste pour moi, pour que je comprenne bien. Je m'inspire un peu de ce qui s'est fait dans le domaine de la santé. Oui. Parce que dans la santé, quand vous voulez faire de la recherche, et à partir du moment où ça porte sur des sujets humains ou même sur le système, on demande à ce qu'on s'assure que les questions éthiques soient prises en compte. Comment est-ce qu'on va mitiger les effets probables sur les enfants? Est-ce que si la méthodologie utilisée ou la recherche utilisée n'est pas efficace et que ça leur cause un retard dans leur mécanisme d'apprentissage, comment est-ce que tout ça est pris en compte dans le projet pour rattraper au cas où les enfants auraient été mis en retard par rapport à une application ou une recherche qui aurait été implémentée dans leur zone. C'est juste ça l'idée. Un peu comme dans la santé, quand vous voulez faire une expérience, une étude sur les sujets humains, on vous dit, mais comment vous assurer que si jamais il y a un risque, il y a un problème, comment est-ce que vous allez gérer ce problème-là à la fin? Parce que c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup Ali. Monsieur Faustin, après vous allez aussi m'aider pour répondre, mais moi peut-être une chose que je voudrais revenir dessus liée à cette question, c'est que, alors comme disons le choix d'options qu'on avait, et c'est aussi lié à quelqu'un qui a demandé comment on a fait le mapping des interventions au départ pour proposer au ministère de l'Éducation nationale. Donc je lis les deux questions. Alors au départ, on a fait un énorme panneau, on a demandé à Research for Development, qui est une grande ONG qui a une énorme base de données justement sur les interventions
à travers tous les secteurs, éducation, santé et j'en passe, ils ont une base de données sur les évaluations d'impact notamment. Donc, c'est à eux qu'on a demandé, écoutez, voilà un peu les conditions cadres de la Côte d'Ivoire, ils ont tel et tel défi. Proposez-nous des solutions qui pourraient être pertinentes dans le contexte de la Côte d'Ivoire et qui sont éprouvées. Donc, nous, disons, après ce travail fait avec eux, on a proposé au ministère de l'Éducation nationale une short list de 11 solutions potentielles et le ministère a choisi les 3 qu'ils ont voulu piloter, déclinés dans 5 projets pilotes. Alors, comme il s'agissait de solutions éprouvées, on a raisonné comme ça, on a dit, on sait que ça marche. Donc, ce qu'on a regardé, on n'a pas fait des évaluations d'impact, on a fait des évaluations de processus, donc ça enlève déjà un peu de problème d'éthique, parce qu'on ne va pas prendre le groupe témoin où on ne fait pas l'intervention, mais pour contre, voilà. Et donc, par contre, on a fait des évaluations de processus, parce que l'hypothèse est que si le projet il est mis en œuvre comme il faut, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, ça nous a déjà, on a un peu esquivé en fait tous ces problèmes-là à travers cette approche. Et voilà, donc ça c'était la première question. Et puis la deuxième question de Ali. Ça a été répondu, le 80% ça a été répondu voilà, tout à l'heure. Voilà. Donc, Monsieur Faustin, par rapport à ces problèmes d'éthique, voilà, si on se met à tester des choses et puis après ça ne marche pas avec les enfants, on les retarde dans leur apprentissage, est-ce qu'on a eu ce genre de problème finalement? Non, pas du tout. Je ne sais pas si je dois dire que c'est peut-être un coup de chance ou quoi, mais à la réalité, tu l'as dit, les approches que nous avons voulu implémenter ici sont des approches déjà éprouvées ailleurs. Scientifiquement, la question pour nous, c'était l'adaptation. Comment est-ce qu'on l'adapte ici? Parce que, par exemple, l'approche de Teaching at the Right Level, ailleurs, ça va être implémenté par des ONG. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on a dit, nous, on le fait directement avec des enseignants. Et donc, sur le principe même de l'approche telle qu'on est parti la chercher, il y a déjà cet élément-là qui va faire une différence. Mais toujours est-il qu'en elle-même, dans son déploiement, on a gardé le principe. On a adapté les outils, on a construit les outils ici avec les spécialistes qui sont venus pour nous accompagner. On a fait donc cette adaptation-là, mais en gardant l'essence même de l'approche. Du coup, comme c'est une approche qui est déjà éprouvée ailleurs, on n'avait plus de crainte là-dessus. Mais comment est-ce que nous formons nos enseignants? Comment est-ce que nous arrivons à adapter cette approche-là avec un programme, puisque pour nous, si on veut aller à échelle, on ne peut pas sortir ça de l'école, il faut qu'on l'intègre dans notre programme habituel de travail. C'est un peu cette gymnastique-là, du moins ce que nous avons donc eu à mener, mais en termes d'éthique, on n'a pas été confronté donc à des problèmes qui nous soient aussi contraignants. Merci beaucoup. Donc, il y a 2 questions qui restent dans le chat. Après, il y a Maimouna qui lève la main. Donc, peut-être on fait les 3 et après, il faut terminer pour aujourd'hui. Donc, peut-être je pose les 2 questions dans le chat en même temps. D'abord, l'expérience TREC sert-elle d'exemple ailleurs au niveau national chez d'autres intervenants, acteurs en éducation pour être retenus comme porteuses innovantes au niveau des KICS ici? Et la deuxième question, c'est à peu près la formation. Pour la formation des enseignants, vous avez choisi une formation hybride avec quels terminaux pour les enseignants, qui a financé, quelle certification? Et après, Maimouna, c'est à vous après. Peut-être, Monsieur Faustin, on commence avec cette deuxième question sur la formation hybride. Merci, Sabina. Alors, il faut noter que la formation hybride, elle n'est pas nouvelle pour nous, parce que déjà, dans le cadre, pour ceux qui le savent, dans le cadre donc de l'initiative IFADEM, on a eu à développer justement des modules de formation en ligne. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, des modules que les enseignants apportent, des modules emportés. Donc, sur des supports, des clés USB, ou alors ils téléchargent les modules sur ces audio
et texte également, vidéo, et ils peuvent les télécharger sur leur téléphone. Il se trouve que la chance que nous avons, c'est que pratiquement, il fallait dire à 80% de la population aujourd'hui, ils ont tous donc des Android. Donc, dans le monde des enseignants, ils ont tous des supports sur lesquels ils peuvent utiliser du moins, les supports qu'on leur propose, ils peuvent les avoir sur des supports qu'ils embarquent avec eux. Alors, ça me permet en même temps de répondre tout à l'heure à une question qui est, qui a payé les tablettes, qui a fait sinon. On n'est pas à ce stade-là. On veut être pratique parce que justement, les coûts de formation sont liés très souvent à des solutions qui, au départ, on pense qu'elles sont donc des solutions qu'on maîtrise, mais en termes donc de mise à échelle, ça va devenir des volumes qu'on ne pourra plus maîtriser. Et c'est ça, justement, les dispositions qu'il faut prendre. Quelles sont les solutions qu'on peut donc retenir, qui peuvent être facilement adaptables? C'est celle-là qu'on adopte. Donc, voici un peu ce que je vais dire sur la question de la formation hybride. Ensuite, une fois que les enseignants ils ont eu à être exposés à des supports, on va sur place avec eux en quelques heures. On a vite fait donc de faire le tour de la question pour qu'on ait tous les mêmes origines, les mêmes sources donc de la formation. Sinon, parfois, si on veut passer d'un formateur à un autre, on a dit, on dilue la qualité de la formation, mais ils ont tous les mêmes supports, qu'on soit dans le nord, dans le sud, en tout cas dans la localité où on est, que ce soit dans les écoles où ils seront, ils vont avoir les mêmes sources donc, de formation, de support, et c'est sur ça que tout le monde va travailler. Voici un peu ce que je peux dire très rapidement. Merci. Peut-être la dernière question, c'est à vous, Maimouna. Maimouna? Oui, je suis là. C'est peut-être juste une petite contribution, rapidement. Nous avons écouté notre collègue Sabina sur ce cas de la Côte d'Ivoire qui est très intéressant avec nos collègues aussi. Le débat est très, très riche. Je rappelle également que M. Faustin Kofi est notre point focal du KIX Afrique 21 au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est un cas intéressant qui implique finalement plusieurs parties prenantes de l'éducation autour de ce projet important. Et avec aussi cette phase expérimentale, je dirais aussi que c'est une approche itérative, si j'ai bien compris, soutenue par la recherche pour aller vers cette mise à l'échelle. Nous avons vu également que la dynamique partenariale est une dynamique très, très active et créer cet écosystème autour de l'éducation est assez porteuse comme approche. Et cela a été dit, il y a des défis sociaux complexes que nous pouvons rencontrer, que les uns et les autres peuvent rencontrer dans le processus, mais aussi ça permet d'aller vers des efforts conjugués, comme l'a évoqué aussi M. Kofi, tout en restant sur les priorités nationales et l'agenda gouvernemental. Et c'est aussi, je dirais, que la question du financement également est importante et des réponses, je dirais, peuvent être apportées sur cet aspect-là de financement, en tout cas aussi à travers des éléments qui ont été évoqués, notamment l'implication du secteur privé, notamment dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Et j'aimerais, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la semaine prochaine, écouter nos pays aussi qui ont peut-être eu des expériences, à partager à ce niveau-là, parce que je pense que dans la période Covid, ou après la période Covid, qui a impliqué aussi l'utilisation du numérique, peut-être qu'il y a eu effectivement des collaborations avec le secteur privé, et puis il y a certainement des expériences à partager. Donc, j'ai bien aimé vraiment cette expérience de la Côte d'Ivoire sur cette problématique-là. Voilà, et c'est ce que nous recherchons dans le cadre du KIX, comment impliquer finalement toutes les parties prenantes autour d'initiatives porteuses. Et voilà ce que je voulais apporter rapidement, Molly, comme... Merci.
Oui, moi, si je peux me permettre juste de réagir en fait à ce que vient de dire Maïmouna. En fait, Maïmouna, je pense qu'on peut dire aussi, en fait, l'expérience de la Côte d'Ivoire à travers TREC, nous estimons aussi qu'on essaye humblement de donner du souffle à ce que le partenariat mondial pour l'éducation incarne. Donc, le partenariat mondial pour l'éducation, les groupes qui le constituent, qui font partie du conseil d'administration, il y a justement les bailleurs institutionnels, il y a la société civile, il y a les syndicats des enseignants, mais il y a aussi des fondations, il y a aussi le secteur privé. Je crois d'ailleurs que le partenariat mondial pour l'éducation a développé justement une stratégie pour essayer de mobiliser davantage tout ce potentiel qui peut-être a été pas suffisamment exploré jusqu'à présent. Donc, on essaye vraiment aussi on est d'ailleurs souvent en contact avec les collègues du partenariat aussi dans cette perspective-là. Et moi, j'espère que, voilà, en Côte d'Ivoire, vous voyez, en Côte d'Ivoire, par exemple, voilà, on a un partenaire, je n'ai pas mentionné, mais qui est vous allez voir dans le slide, Olam. Vous avez certainement entendu parler d'Olam. Donc, eux aussi, c'est des acheteurs du cacao. Mais ils sont très, très, très présents en Côte d'Ivoire aussi dans la noix de cajou. Et donc, il y a un vice-président de Olam qui réside à Abidjan et qui s'occupe de la noix de cajou. Et chaque fois qu'on le croise dans la ville, il nous dit « Ah, mais il faut qu'on fasse quelque chose comme ça, comme TREC, mais pour la noix de cajou. » Et donc ça répond aussi à une des questions. Est-ce que ça peut être utile dans d'autres pays? Le Ghana, par exemple, en tout cas, nos partenaires de l'industrie du cacao et du chocolat, Balo pourra le confirmer, sont très intéressés de répliquer ça en Côte d'Ivoire. Mais au-delà du cacao, il y a beaucoup d'autres chaînes de valeur. Il y a le secteur du pétrole qui ont quand même énormément de fonds pour la responsabilité sociétale d'entreprise, ou comme disait justement Balo, en fait, pour tout ce qui est durabilité, ce sont des budgets qui sont aussi différents. Mais moi, l'encouragement que je voudrais donner donc à tous les représentants des ministères de l'éducation, des ministères des pays qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir et d'essayer d'avoir peut-être une stratégie proactive d'aller chercher justement ces bailleurs et puis ces potentiels bailleurs, et puis de les rassembler plutôt que de les laisser chacun faire son petite initiative à gauche, à droite, peut-être qui n'est pas toujours en ligne avec vos propres priorités nationales, en fait. Voilà, merci à vous. Merci, tout à fait. Juste pour compléter rapidement en deux mots, Sabina, effectivement, c'est une approche qui s'inscrit vraiment dans l'esprit KIX et dans l'approche du partenariat mondial pour l'éducation, d'où la création aussi de nos équipes de coordination nationale avec plusieurs, si vous voulez, profils, notamment la société civile, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Et donc là, vraiment, il y a ensemble des solutions à apporter aux défis que nous rencontrons au sein de nos systèmes éducatifs. Merci. Merci et merci à tous nos panélistes pour une discussion très riche. Et je suis complètement d'accord avec vous, Maïmouna. Nous aimerions absolument entendre davantage de tous les participants sur vos expériences, sur ces sujets de partenariat, de financement. Et donc, nous vous demandons de venir la semaine prochaine, prêts à partager vos propres pensées et réflexions sur ces sujets. Et la semaine prochaine, nous parlerons également du rôle des données dans la mise à l'échelle et on vous invite vos réflexions sur cette question aussi. Nous apprécions beaucoup les commentaires de chacun d'entre vous sur la façon d'améliorer ces sessions et donc nous mettons un lien pour un bref sondage dans le chat. Cela ne prend que 2 minutes, mais on vous demande de s'il vous plaît, cliquer sur le lien et le compléter rapidement. Comme ça, on peut continuer à peaufiner ces sessions. Et merci tout le monde pour venir aujourd'hui nous rejoindre, pour participer dans cette discussion très intéressante. Et on a hâte de continuer ces discussions la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Merci Molly. Molly, si tu peux nous envoyer toutes les questions
également, comment dire, pour moi, ce serait utile d'avoir toutes les questions et puis chercher à préparer donc, des éléments de réponse à ces questions-là, parce que c'est qu'on a dû partir un peu vite à cause du temps. Merci. Tout à fait. Et on partagera avec tous les participants les diapos et les enregistrements dans les 3 langues. Merci. Merci. Alors, j'interpelle Gabriel et mon trésor pour la photo de famille que nous n'avons pas pu faire la dernière fois. Peut-être que là, avant que les uns et les autres ne se déconnectent, nous pourrons le faire. All right. Bon, Gabriel et mon trésor, is it okay? Yes, yes. Let's wait for a couple more people to turn the cameras. All right. 3, 2, 1. Choose everyone. And then we take one more. 3, 2, 1. Thanks so much. Je voudrais saluer le professeur Niang que je vois. Thank you. Content de voir le professeur. Bonjour au professeur Niang. Aujourd'hui, on n'a pas l'éléphant. On devait passer le temps. Merci, à bientôt. Votre micro est fermé.